Bienvenue dans l'Africa Newsroom, cette semaine consacrée à l'artisanat sur le continent africain. Le dossier du jour s'intéresse à Ouagadougou, la capitale burkinabé, mais aussi la capitale du bronze. Au sommaire également de cette émission, la coordination des mouvements de l'Azawad rejette l'accord de paix issu des négociations d'Alger. En Guinée, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 11 octobre, une date loin de faire l'unanimité. L'opposition prévoit déjà des actions pour protester contre le calendrier électoral. Et puis en troisième partie économique, nous verrons que la chute du prix des matières premières met sous pression de nombreuses économies africaines. Nous évoquerons également la production d'huile de palme, potentiel ou danger pour le continent. Ce produit continue toujours d'alimenter la polémique. Et ils sont avec nous autour de ce plateau tout au long de l'émission. Daoud Attal, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous les téléspectateurs. Jemal Taleb, Jemal, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tout le monde. Et Gracien Roukindikiza. Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La coordination des mouvements de l'Azawad a décidé de ne pas paraffer le projet de texte d'accord issu du 5e round des négociations d'Alger. Cependant, elle a tout de même réaffirmé son engagement à privilégier le dialogue et a d'ailleurs invité le pouvoir central à poursuivre les négociations. Les détails avec ce sujet d'Aminata Diak. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a annoncé qu'elle ne paraphera pas en l'état actuel le projet de texte d'accord issu de la 5e série des négociations d'Alger du 1er mars 2015. En effet, le groupe armé avait demandé un délai raisonnable en vue de consulter les populations qu'elle représente avant toute signature de l'accord. Une décision qui, pour certains observateurs, ne laisse espérer aucune solution pacifique pour amener la paix au nord du Mali. Aujourd'hui, ça fait presque 2 ans que nous sommes en train de faire des va-et-vient à Alger, que nous avons entamé toutes les possibilités, toutes les options possibles pour arriver à un règlement amiable de cette situation. Mais malheureusement, face à l'intransigeance du MNLA de trouver une solution politique à ce problème-là, il n'y a d'autre choix que d'entamer une offensive. Les pressions politiques que la communauté internationale, que la France pouvait faire sur le MNLA, ils l'ont fait. Cela n'a pas abouti. Les pressions que les populations elles-mêmes pouvaient faire sur le MNLA ont été épuisées. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre option que de déclarer la guerre au MNLA pour que, enfin, nous puissions trouver une solution à ce problème-là. L'analyste politique soutient également que le MNLA constitue un obstacle pour rétablir définitivement l'ordre dans la région, en proie à plusieurs groupes armés. Il y a cette impérieuse nécessité de faire la différence entre les djihadistes et les gens qui se réclament du MNLA. Sans accord de paix, on ne peut pas faire cette différence. Sans accord de paix, on ne peut donc pas lutter contre le terrorisme. Donc, même dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le MNLA est aujourd'hui un obstacle en refusant de signer ce document-là. La coordination des mouvements de l'Azawad affirme avoir pris cette décision après une large consultation des différents organes des mouvements, de l'aile militaire, des organisations des cadres et des populations de l'Azawad. Cependant, elle reste ouverte au dialogue et invite le gouvernement malien à poursuivre les négociations afin d'aboutir à un texte d'accord à la satisfaction de tous. Jemal, des négociations qui piétinent. Est-ce qu'une solution politique est encore envisageable au Mali ? Tout est envisageable et j'ai envie de dire même qu'elle est obligatoire, plus que nécessaire, elle est obligatoire. Il n'y a pas de paix au Mali en général sans un accord sur le nord. Il n'y a pas de stabilité et il n'y a pas de combat contre le terrorisme qui soit sérieux s'il ne prend pas en considération la paix au Mali. Le Mali n'est pas une terre traditionnelle des djihadistes. Ils sont venus se greffer et ils sont venus profiter d'une situation de guerre dans le nord du Mali. La position du MNLA est compliquée. Elle est compliquée parce qu'ils vont porter sur leur dos la responsabilité du refus de la paix. En même temps, je pense qu'ils ont des raisons, en tout cas qui peuvent justifier un délai supplémentaire et pourquoi pas ne pas le leur accorder. La position du gouvernement central malien et donc du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait preuve de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de tolérance et de sa volonté réelle de ramener la paix chez lui est claire. Et donc il a besoin de cette paix parce qu'il a besoin de recouvrer l'essentiel de sa souveraineté et de son pouvoir sur les nord du Mali. Et il a besoin, une bonne fois pour toutes, d'envisager un développement exemplaire, réel, possible de cette région. Or, tout cela n'est pas possible. Et puis, se pose la question au-delà du Mali, parce que le foyer malien est un foyer qui concerne les pays autour. Et il concerne
y compris les forces françaises présentes donc sur place. Et donc, s'il n'y a pas un accord obligatoire, parce qu'on se dit un peu les choses, les seuls qui sont susceptibles de représenter les populations du Nord, c'est les MNLA. Ansar Dine s'est confondu avec le terrorisme et est devenu une organisation terroriste. Le Moudjahou est devenu une organisation terroriste. Le MNLA est la seule organisation qui ne s'est pas confondue avec le terrorisme. Et donc, la position aujourd'hui qui est la leur est absolument intenable. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça dans les semaines à venir. Je pense que les négociations vont continuer, que le parrain algérien est le mieux placé pour proposer ce qu'il propose, et que les Algériens plutôt tenaces et plutôt soucieux de la paix au Mali vont sans doute continuer. Je crois qu'il y a un round qui est perdu, la bataille pour la paix est loin d'être perdue, et celle-ci, de toute façon, est plus qu'obligatoire. Rassi, on a quand même l'impression que la situation est bloquée, comme le disait Gemal, 5e round de négociations. Et en fait, ce qui bloque véritablement, c'est le statut particulier de l'Azawad. Pourquoi le pouvoir central ne veut-il pas céder sur ce point ? Oui, il y a un problème, justement. Le pouvoir central ne veut pas céder parce que c'est un territoire malien, c'est tout le Mali, c'est le Mali uni. Ils ne veulent pas, le pouvoir central ne veut pas scinder le pays pratiquement en deux. Même s'il y a une grande autonomie, c'est comme si, on peut se dire, la grande autonomie pourrait évoluer vers un autre État. En même temps, c'est que l'Azawad a déjà promis à sa population, à la population du Nord, notamment les Touaregs, d'avoir une indépendance. On parle d'indépendance. Oui, c'est la condition sine qua non selon le MNLA pour parvenir à un accord de paix. Oui, c'est la condition sine qua non, mais en même temps, c'est une condition négociable. Il y a un problème au niveau de ces négociations, justement. Il y a eu des négociations, il y a eu un texte qui est sorti en disant vous allez signer ce texte. En même temps, j'ai l'impression que l'Azawad n'a pas eu, le MNLA n'a pas eu le temps d'exposer, de parler, de discuter, de convaincre la population du Nord. Parce qu'il faut partir dans ce cas d'essayer d'expliquer. Il y a les chefs du MNLA, et les chefs doivent être capables de convaincre la population. Parce que si on suit le mouvement de la population, quand on est politicien, on a l'impression de faire un peu du... Ce n'est pas vraiment de la politique, c'est de l'amateurisme. Mais on donne en plus du temps. Là, on peut dire que le MNLA n'a pas eu assez de temps pour expliquer, et en même temps, il faut aussi qu'au niveau du pouvoir, il y a certains points, par exemple, où il pourrait essayer de lâcher du lest, notamment au niveau de la sécurité, du corps de sécurité, ou aussi la répartition disons, des ressources, une certaine autonomie. Une autonomie, ça, on connaît des États qui sont des États fédérés, mais qui n'arrivent pas à être vraiment de vrais États. Je ne vois pas un État viable du Nord au niveau de l'Azawad. Alors, Daouda, des négociations, c'est des concessions. Est-ce que les parties assises autour de la table sont prêtes à faire des concessions ? C'est bien ça le problème, puisque si les parties étaient d'un côté comme de l'autre prêtes à faire des concessions, et on n'en serait pas là. Bon, je ne parle pas des concessions mineures, mais des concessions sur l'essentiel. Or, l'essentiel aujourd'hui, c'est l'autonomie de l'Azawad pour cette partie-là. Et l'enjeu qui est là, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali. Et ça, c'est pas négociable. Et moi, je suis complètement d'accord avec l'État central malien que c'est pas négociable. Et quand Gracian disait voilà, qu'il faut faire des efforts des deux côtés, il y a un texte qui est sorti, certes, mais je trouve que ce texte-là est bien, pour moi, en tout cas, puisque quand même, au sortir de la négociation... Mais la coordination des mouvements de l'Azawad le trouvait bien aussi, le texte. Hein. Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. À la fin des négociations, eux, ils n'ont pas forcément dit qu'il n'était pas bon. Ce qu'ils ont dit, c'est nous allons consulter notre base. Or, je veux dire, quand vous êtes censé représenter une population, bon, vous pouvez aller consulter, mais je pense que déjà, ce qui les met autour de la table, ça les rend crédibles d'avance. C'est-à-dire qu'on les a délégués pour aller négocier. Ces allers-retours-là, ça complique les choses, et j'ai bien peur que c'est un prétexte. D'autant plus que ce n'est pas toute la population de l'Azawad, de Kidal, tout ça, qui est pour une autonomie de la région. Il y a aussi d'autres qui sont contre. Donc pour moi, il y a un point sur lequel c'est pas possible de négocier, à mon avis, c'est la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali. Ça, c'est clair et net, et j'ai bien peur que
que même quand Alors on comment vous voyez la suite, puisque c'est la condition, comme je disais, sine qua non. Je vais rejoindre Gemal sur son espoir, c'est-à-dire laisser un peu de temps pour revenir à la table des négociations. Mais par contre, j'ai bien peur quand même que ça ne serve pas à grand-chose. Parce que quand on voit les populations qui manifestent parfois, c'est quelques dizaines, maximum centaines de personnes. Ce n'est pas forcément non plus représentatif de toute cette région. Forcément, donc il faut trouver une solution. Mais moi, je trouve que l'État malien a fait des concessions. On parle de 30% du budget, etc. L'armée malienne, c'est une armée unie. On ne peut pas, en fait, imposer à une armée de recruter des gens qui viennent d'une région ou une autre. Si toutes les régions du Mali font ça, c'est plus compliqué. Et en Guinée, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 11 octobre de l'année en cours. Cette date a été fixée de façon unilatérale puisqu'elle ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. L'opposition, d'ailleurs, qui conteste cette date, exige que la tenue des élections locales soit avant le scrutin présidentiel. Et Mema Kofi. La date du 11 octobre prochain pour la présidentielle en Guinée ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Contrairement aux accords signés en 2013 par l'ensemble des partis politiques, la présidentielle aura lieu avant les élections locales. Ainsi en a décidé la Commission électorale nationale indépendante. Face à cette situation, l'opposition prépare un certain nombre d'actions. Nous ne reconnaissons plus cette CENI. Nous demandons à nos représentants au niveau de la CENI de démissionner. Nous, députés de l'opposition, nous allons suspendre notre participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Nous allons reprendre les manifestations de rue sur l'ensemble du territoire. La situation politique de la Guinée, à quelques mois de la présidentielle, préoccupe aussi la population. Les gens devraient accepter la décision de la CENI. Même si les élections devraient avoir lieu demain ou aujourd'hui, nous sommes prêts. Pour certains analystes, la tenue des élections locales avant la présidentielle du 11 octobre prochain risque de perturber le calendrier établi par la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, sur le plan juridique, c'est une bonne date parce que c'est un respect de la Constitution. Mais ceci étant dit, puisque cette date vient en inversion d'un certain chronogramme politique, cela pose un problème. Parce que il lui aurait été mieux qu'il y ait d'abord les élections communales et communautaires avant les élections présidentielles. Malheureusement, cela n'est pas le cas. Et cela va entraîner des risques de violence. L'opposition exige l'élaboration d'un calendrier pour les élections locales d'ici le 15 mars prochain. Elles se tiendront en fin mars 2016, selon l'organe chargé des élections en Guinée. Daouda, c'est officiel, un premier tour donc fixé au 11 octobre. Est-ce que c'est un délai tenable, selon vous ? Je pense que oui, puisque c'est la CENI qui annonce cette date. Maintenant, là où je voulais en venir, justement, moi je suis étonné, et c'est toujours le même problème. On dit qu'il n'y a pas assez de temps pour faire des élections locales. Or, c'est des délégations spéciales qui ont été affectées dans les différentes régions pour l'administrer. On sait très bien qu'une délégation spéciale, comme on l'a vu dans d'autres pays, relève du pouvoir, on va dire, c'est le pouvoir qui choisit, etc. Et ces gens ne sont pas élus de façon démocratique. Donc, à mon avis, on aurait dû faire des élections locales, moi c'est ma position, et ensuite arriver à une élection présidentielle. Maintenant, l'argument qui est brandi par le pouvoir en place, en tout cas par la CENI, qui est censée être indépendante, de dire qu'on n'a pas assez de temps, mais ça on le savait. Mais c'est pareil, en Afrique souvent on dit, bon, report des élections parce qu'on n'a pas le temps de réviser le fichier, parce qu'on n'a pas le temps de concevoir les cartes biométriques, etc. On l'a vu dans d'autres pays. Mais on savait très bien que les élections allaient arriver, puisque c'est marqué sur la Constitution quand ça doit avoir lieu en règle générale. Donc c'est comme un prétexte, je trouve, mais bon, prenons les choses de façon positive. C'est bien que la Guinée aille vers l'élection présidentielle en tout cas. Gemal, vous comprenez, vous, la position de l'opposition qui regrette que ces élections locales ne soient pas organisées avant la présidentielle ? Je comprends, oui, je comprends, je ne suis pas toujours d'accord. Et il se trouve que l'opposition guinéenne est une opposition que j'aime beaucoup et dont une partie des membres, je les aime beaucoup. Mais là, je ne les comprends pas. Mais je ne les comprends pas que, de façon générale, je ne comprends pas cette situation-là. On inverse les calendriers électoraux dans beaucoup de pays et il n'y a aucun problème. On a inversé le calendrier en France en 2000, ça n'a choqué personne. Et d'ailleurs, les mêmes Guinéens, sans doute à l'époque réfugiés en France, ont dû applaudir.
Pourquoi ce qui est possible ailleurs n'est pas possible chez nous? Pourquoi à chaque fois on crie quand on va changer une constitution? N'est-il pas possible? N'y a-t-il pas de raison parfois que le pouvoir politique décide, comme il veut, d'inverser un calendrier électoral? Pardon, inverser un calendrier électoral a sans doute une conséquence politique. La conséquence politique, elle est claire. Si on met une élection présidentielle avant les élections législatives et communautaires, le Parlement, puis les autres, tirent la légitimité du président. Quand c'est l'inverse, évidemment, ça le met à la merci des autres. Donc, il y a une conséquence politique à un événement juridique. Mais, voyez-vous, on peut aussi l'inverser et dire on bat le président tout de suite et on passe à autre chose. Mais on n'est pas capable de réfléchir comme ça parce que dans chaque démarche faite par le pouvoir politique, on y voit un inconvénient, encore une fois. Et donc, dans le cas de la Guinée, voilà un pays qui a connu une élection démocratique, mais discutable, parce que, voilà, on a de dire ce qu'on a dit. Somme toute, et quoi qu'on reproche au président Condé, la paix est revenue, la stabilité est revenue, le processus démocratique a fonctionné plutôt normalement, et en définitive, moi j'ai assisté aux élections municipales la dernière fois, elles se sont passées dans des conditions absolument convenables, et il n'y avait personne qui avait quoi que ce soit à dire de si grave. Là, on va vers donc la première élection présidentielle pluraliste après celle donc, qui était organisée par des gens qui ne sont pas ici d'élection elle-même. Et voilà qu'on trouve des choses à dire. Mais enfin, on dira toujours des choses à dire. Exactement, c'est la révision des constitutions. Mais pareil à chaque fois. Moi, je considère que dès lors que la constitution n'est pas violée, que la loi électorale est respectée, que le processus juridiquement est acceptable, les considérations politiques, nous allons les avoir tout le temps. Et en l'occurrence, il n'y a pas de violation du texte ni de la constitution. Gratien, vous partagez l'avis de Gemal qui ne comprend pas la contestation de l'opposition? Non, pas du tout. Je ne partage pas son avis parce qu'il y a eu un accord entre les acteurs politiques en 2013 qui stipulait bien que ce sont les élections locales qui devaient commencer avant les présidentielles. Quand on sait que dans ce pays, il y a eu une élection présidentielle, il y a eu aussi des élections locales il y a plusieurs années, je dirais proche de 10 ans, 2005. Aujourd'hui, ça veut dire que les gens... Daouda a parlé des délégations de pouvoir. Ce sont des gens qui dirigent les communes, ce sont des gens qui ont été désignés par l'État. Surtout au niveau de ces accords, c'était la volonté de l'opposition, c'était surtout d'avoir les élections locales pour qu'il n'y ait plus ces gens qui sont en délégation de pouvoir au moment où il va y avoir les élections présidentielles. On sait bien qu'il y a beaucoup d'actions qui se font sur le terrain, dans les communes, au niveau des élections présidentielles. Ce qui fait que ces élections, ces délégations de pouvoir peuvent influencer éventuellement au niveau, on peut dire que si au niveau des tricheries ou autre chose, au niveau de la mobilisation de la population, ce qui fait que, pour moi, on doit respecter ce qui a été convenu dès le départ. Il y a le temps, il y a eu beaucoup de retard. On a eu des élections législatives avec environ 3 ans de retard. Aujourd'hui aussi, il y a encore du temps pour organiser les élections locales ou en même temps que les élections présidentielles. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.